Remise demain samedi à la Comanave à Koulikoro de deux nouveaux bateaux par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Koulikoro qui s'apprête à réserver au chef de l'État qui effectuera en un an sa deuxième visite un accueil mémorable. Avant de se rendre à Koulikoro, le chef de l'État a inauguré cet après-midi à Bamako le nouveau siège du groupe Ecobank Transnational Corporated. Un siège qui aura coûté plus de 10 milliards de francs CFA et qui va donner un nouveau visage à la capitale. Sport, football, première journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Les Aigles du Mali croiseront demain samedi les crampons avec le Soudan du Sud. Ousmane Daou nous dira comment Alain Giresse et ses joueurs préparent cette échéance. Merci de rester sur le RTM. Bonsoir et bienvenue au journal. Le président de la République a procédé cet après-midi à l'inauguration du groupe Ecobank Transnational Corporated. Ce siège, dont la première pierre a été posée en 2010, a coûté au groupe la bagatelle de plus de 10 milliards de francs CFA. C'est un immeuble à 8 étages situé en face du monument de l'indépendance, place de la Nation. Un nouveau visage donc est donné à la commune 3 du district de Bamako. L'événement a mobilisé autour du président de la République plusieurs ministres, ambassadeurs et banquiers venus de la sous-région. Et puis, bien entendu, ce nouveau siège donc, de la banque, du groupe Ecobank qui donne non seulement un nouveau visage à Bamako, mais qui est la preuve que le secteur privé contribue à la promotion de l'investissement au Mali. C'est une inspiration pour le gouvernement. De l'avis du président de la République, ces initiatives sont à encourager et à imiter. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est au micro de Sira Bachili. Chacun sait mon souci d'excellence en toutes choses pour ce pays-là. Le Mali est un grand pays. Rien n'est trop beau ni trop grand pour le Mali. Et il serait temps que chacun se le tienne pour dire. Les investissements dans des domaines de pointe tels que la banque aujourd'hui doivent se faire de manière absolument appropriée, convenable et de manière porteuse d'avenir. Et également, je crois que quand on veut être performant, il faut créer les conditions du confort, les conditions d'un travail agréable. Le travail ne doit pas être une sorte de bagne où on se rend à contre-cœur, avec difficulté, mais que l'endroit de travail soit un endroit convivial, un endroit communiel, un endroit où l'on est en confort du matin jusqu'au départ. Voilà le monde du travail de demain, où l'employé vient, laisse tous ses soucis à la porte grâce à ce qui a été créé comme cadre pour lui de travail. Cela aujourd'hui est assuré ici par Ecobank. Et j'aimerais que vraiment chacun considère l'exemple de l'Ecobank comme ce que nous souhaitons que ce soit dorénavant. Dorénavant, nous souhaitons qu'il en soit ainsi. Que les grands investisseurs sachent qu'ils seront appréciés à hauteur de ceux qui vont bien consentir pour le confort de leurs employés et pour l'amélioration et l'embellissement du cadre urbain de notre capitale. Et d'ailleurs, pas seulement de Bamako, même la capitale régionale. Ce sera dorénavant la règle et je voudrais dire encore une fois un grand merci à Mme la directrice générale adjointe du groupe Ecobank, au président du conseil d'administration d'Ecobank, à la directrice nationale d'Ecobank, à tous ceux qui, de près ou loin, ont participé à la promotion de ce groupe au Mali. Je crois qu'on l'a dit également à Mme Doy, après sa part, et qu'elle parle là-dedans. Tout cela maintenant parachevé par Mme Koumba Touré. Cela, je crois également, est une illustration de la capacité et de la valeur non discutable du leadership féminin. Donc voilà qui me réjouit encore davantage. Et donc bravo à Ecobank. Voilà le reportage complet de Sira Bachili sur cette cérémonie d'inauguration dans nos éditions de demain. L'actualité en deuxième région, c'est la remise ce samedi à la Comanave de deux nouveaux bateaux à fond plat par le président de la République. En moins d'une année, Ibrahim Boubacar Keïta effectue donc demain sa deuxième visite à Koulikoro. Compte tenu de l'importance de l'événement, Koulikoro s'apprête à réserver un accueil mémorable au président de la République. Reportage d'Ibrahim Akone. Koulikoro s'apprête à réserver ce samedi un accueil mémorable au président de la République. El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta viendra présider la cérémonie de remise officielle de deux nouveaux bateaux à fond plat à la compagnie malienne de navigation Comanave.
L'objectif est de donner un nouveau souffle à ce grand outil de désenclavement qu'est la Comanave. Le secteur touristique sera le plus grand bénéficiaire, ainsi que la Comanave aussi, puisque désormais, elle pourra travailler pendant longtemps. Au lieu de 4-5 mois, désormais, elle pourra faire ses 8 mois d'activité. Donc le personnel sera occupé et les caisses seront un peu renflouées aussi. Les Koulikorois aiment les bateaux et le président de la République, d'où l'accueil des grands jours qu'ils entendent réserver à Ibeka. Je veux lancer un appel à tous les segments de la société de Koulikoro, les jeunes, les femmes, la société civile, pour qu'ils se mettent debout comme un seul homme et accueillir le président de la République. Pour mémoire, les Koulikorois étaient unis le 9 février 2015 comme un seul homme pour accueillir les 2 nouveaux bateaux. Cette mobilisation doit être renforcée en vue de la réussite de la cérémonie de remise de ces bateaux. Ça va être un jour mémorable parce que vous savez que Koulikoro a voté à 90% Ibeka. Et ici, en plus de ça, Ibeka vient à Koulikoro pour nous remettre des bateaux plats. Ça ne fait que nous réjouir davantage. Le président il est venu pour le lancement de la campagne de volontariat à Koulikoro ici. Il a été une très bonne chose pour le Mali. Les 2 bateaux, ce n'est pas seulement pour Koulikoro, c'est pour tous les Mali. Donc nous exhortons tous les jeunes de Koulikoro et les jeunes du Mali à sortir massivement le samedi, déjà à partir de 8h, pour aller accueillir le président de la République. L'arrivée du président de la République est une fierté pour tout Koulikoro. Inch'Allah, ça sera une cérémonie inoubliable. L'histoire réserve un passé glorieux à la région de Koulikoro en matière de structures lui permettant de mieux se développer. Quand vous dites Koulikoro dans l'imaginaire populaire, il y a 3 à 4 secteurs qui s'offrent à vous. Koulikoro, c'est la Comanave. Koulikoro aussi, c'est le train. Koulikoro, c'est également l'Ikoma. Koulikoro, c'est enfin l'IPR de Katibougou. Voilà les 4 pieds sur lesquels tenait Koulikoro. Mais aujourd'hui, force est de constater que ces 4 pieds sur lesquels la ville de Koulikoro tient, ces 4 pieds quelque part sont en train de dégénérer un peu, si je peux m'exprimer ainsi. L'Ikoma n'est plus, les trains n'arrivent plus à Koulikoro, l'IPR de Katibougou n'a plus ses effectifs dans ce temps, et voilà pourquoi les populations sont accrochées à ce qui leur reste, à savoir la Comanave. Toute la population de Koulikoro, les hommes et les femmes de Koulikoro, soutiennent les actions du président de la République, de son gouvernement. Surtout qu'en plus de la remise des 2 bateaux, pointe à l'horizon la construction de la route Bamako-Koulikoro 2x2 et la construction du pont de Caillou. Donc c'est l'occasion pour tout Koulikoro, les hommes et les femmes de Koulikoro, de montrer aux autorités de notre pays que vraiment nous soutenons tout ce qu'elles font pour la ville de Koulikoro, le secteur de Koulikoro, la région de Koulikoro. La remise de ces bateaux se fait dans un contexte de renforcement des secteurs de développement de la région de Koulikoro, voire de tout le Mali. Voilà à présent le contenu de ce communiqué relatif à l'événement. Le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, Mamadou Hachim Koumaré, informe l'opinion nationale, en particulier les autorités administratives et politiques, ainsi que les populations de la région du Koulikoro, que son département, à travers la compagnie malienne de navigation, organise ce samedi 13 juin 2015 à 10h la cérémonie de mise en activité des 2 nouveaux bateaux que le gouvernement du Mali vient d'acquérir pour la compagnie malienne de navigation Comanave. Le ministre Koumaré est informé à cet effet les autorités administratives et politiques de la région du Koulikoro que ce grand événement est placé sous la haute présidence de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État. Le ministre de l'Équipement, des Transports, du Désenclavement, à cette occasion, invite les populations des communes et villages de Mouribabougou, Tianfala, Fougadougou, Manabougou, Massala, Kayo, Souban et Koulikoro à sortir massivement demain samedi 13 juin 2015 à 7h30 pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, et à l'ensemble de ses invités.
Le président de l'Assemblée nationale, Isiaka Sidibé, a reçu lui en audience cet après-midi le directeur international du Lions Club pour l'Afrique. Les deux personnalités ont échangé sur l'appui du Lions Club international au Mali dans le processus de développement économique et social. Écoutons Alexis Vincent Gomez, directeur international du Lions Club pour l'Afrique, au micro de nous, Cisco. Nous avons parlé de l'amitié, nous avons parlé de notre rôle dans la cité, au profit des plus déshérités. Vous avez ici l'IOTA, qui est un grand centre qui traite des questions ophtalmologiques. Et depuis sa création, ce n'est pas moins de 50 milliards de francs CFA de projets qui ont été financés. Nous l'avons rappelé avec Monsieur le Président. Le Lions également contribue à la construction des forages, soutient l'éducation, soutient les jeunes pour éviter qu'ils puissent succomber à la facilité, à la délinquance, à la drogue. Nous avons là-dessus un programme qui est Lyon Quest, qui permet d'encadrer les jeunes, de leur rappeler les valeurs qui feront d'eux des hommes dignes, respectables, pour qu'ils puissent prendre en main leur avenir. Ce qui est fait, le consolider, et procéder, je le souhaite, à la croissance, donc que nous puissions avoir autant de membres pour pouvoir nous rejoindre, pour qu'ensemble, nous puissions construire à la fois le Mali, mais aussi notre continent. Il était de notre devoir, en tant que Lion, de venir rendre visite à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, qui de surcroît est un lion de cœur, de conviction, membre fondateur d'un club du Mali. Et c'était pour nous donc une grande fierté de savoir qu'un des nôtres occupe la place de président de l'Assemblée nationale. Plus rien ne s'oppose à la mise en œuvre de la déclaration de politique générale du Premier ministre Modibo Keïta. Ainsi en ont décidé les élus de la nation qui l'ont adoptée à la majorité après plus de 8 heures de débat. Reportage de Mamadi Koné. 116 voix pour, 21 voix contre et 0 abstention. Les élus de la nation donnent ainsi leur quitus au chef du gouvernement pour la mise en œuvre de sa déclaration de politique générale. Que ceux qui ont voté pour ont accompli un devoir républicain. Ceux qui ont voté non ont accompli aussi un devoir républicain. Alors l'essentiel pour nous, c'est de regarder vers l'avenir. C'est de dire qu'au-delà où nos convictions politiques nous éloignent les uns des autres, qu'il y a une réalité qui s'impose à nous tous. Cette réalité est supportée par l'image superbe que nous renvoie le peuple du Mali, qui attend de nous que nous apportions des réponses appropriées à ses préoccupations. Pour en arriver là, il a fallu répondre aux interrogations des uns et des autres. C'est dans un cadre macroéconomique reluisant que le Premier ministre et son équipe tenteront de mettre en application cette déclaration de politique générale. Contexte caractérisé par un taux de croissance attendu de 7,2% en 2015, l'annulation de la dette consentie par notre pays auprès de la France et le retour des partenaires techniques et financiers. Face à l'ampleur de la crise et sa quasi-généralisation dans le pays de l'UEMOA, un plan d'action d'urgence a été élaboré avec l'AFD et adopté par le gouvernement en 2015. Le ministère de l'économie et des finances a organisé avec les partenaires techniques et financiers une série de rencontres élargies à la société civile. Le plan d'urgence se chiffre à 5,7 milliards de francs CFA, dont 1,5 milliard sur le budget national. Alors il vise à l'assainissement du secteur et à l'amélioration du cadre réglementaire, au renforcement des capacités des structures de supervision et de promotion et l'extension des services avec l'élargissement à d'autres localités. La construction de la maison des hôtes aux yeux de l'opposition est une dépense de prestige. Le chef du gouvernement pense le contraire. Modibo Keïta est revenu sur les réformes en matière de gestion foncière, des réformes qui visent à assurer la cohérence des politiques publiques.
Le Premier ministre est également revenu sur les efforts que le gouvernement va concentrer dans le développement rural en accordant 15% du budget national à l'agriculture. Il a enfin évoqué les programmes pilotes de dotation en 1000 tracteurs et l'adoption du schéma directeur du bassin du Sourou. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale a salué l'engagement des élus de la nation à accompagner le programme présidentiel. Je ne doute point, Monsieur le Premier ministre, des efforts que déploiera votre gouvernement à prendre en compte les inquiétudes de l'opposition et les attentes de l'ensemble des députés. Nous saluons la belle contribution de l'opposition au débat, de ce qui est de nature à consolider notre démocratie. Aussi, voudrais-je féliciter à la fois la majorité et l'opposition, même si je sais qu'elle a pratiquement voté au oui dans son cœur, pour avoir fait un exercice à la hauteur du Parlement malien et de notre démocratie. Un pas important vient d'être franchi dans la mise en œuvre du programme présidentiel pour un Mali émergent. Devant les députés de l'Assemblée nationale, le Premier ministre Modibo Keïta a commenté le contenu de sa déclaration de politique générale. Au cours de cette cérémonie, les députés de la majorité présidentielle ont approuvé à l'unanimité la déclaration et certains de l'opposition ont surtout proposé des amendements. Mahamadou Doumbia. Après avoir lu la déclaration de politique générale du Premier ministre Modibo Keïta présentée à l'Assemblée nationale, les députés par groupe parlementaire ou non inscrits ont fait des critiques, des suggestions et proposé des amendements. L'aspect bien-être des populations, la santé, l'éducation, l'environnement, les enfants mendiants, les logements sociaux et l'assurance maladie obligatoire ont été longuement discutés. Certaines questions ont été posées en rapport à l'amour. Assurance maladie obligatoire. Efficacement à l'application du droit humanitaire international et à la lutte contre l'impunité. La Guinée, le Nigeria et le Togo ont procédé à la désignation d'une autorité chargée de l'exécution des décisions. Seul le Nigeria l'a notifié au greffe de la Cour de justice. La désignation par les États membres des autorités nationales compétentes pour l'exécution des décisions de la Cour de justice revêt une importance pour notre juridiction. Je voudrais donc profiter de cette opportunité pour réitérer auprès de Monsieur le ministre de la Justice notre démarche afin de voir le Mali inscrit au nombre des pays ayant exécuté cette obligation. Les travaux ont été ouverts par le secrétaire général du ministère de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux. Durant 2 jours, une trentaine de magistrats et d'avocats maliens se font expliquer les règles de procédure de la Cour de justice et ses rapports avec les juridictions nationales des États membres. Fin ici à Bamako du colloque sous-régional sur la prévention des risques professionnels dans la construction. Le colloque visait à sensibiliser les acteurs chargés de cette question pour une meilleure protection des travailleurs de BTP au Mali. Compte rendu de Bédikoné. Échanger sur la problématique de la prévention des risques professionnels dans la construction des bâtiments, des routes, des ponts et des chaussées, c'est le but de ce colloque qui regroupe 50 participants de 9 pays d'Afrique. Objectif, sensibiliser les acteurs du domaine sur les risques professionnels auxquels les caisses de sécurité sociale et les entreprises sont confrontées. La rencontre est organisée par le Centre africain de prévention des risques professionnels. Les recommandations sont allées dans le sens de mettre en application ce qu'ils ont réussi ici par des conférenciers. Et bien, en ce qui concerne la partie malienne, les services de prévention de l'INPS et mes services continuent à se battre sur le terrain afin de former davantage les travailleurs maliens. Une initiative appréciée à sa juste valeur par les participants. C'est un sentiment de joie de participer à un tel colloque sur les risques dans les BTP. Nous partons satisfaits de tout ce que nous avons appris ici. Occasion pour les responsables du département de l'action humanitaire et du développement social d'inviter tous les acteurs à aller vers une meilleure prise en compte de la protection du travailleur des BTP. De par la participation active des auditeurs au cours des débats, nous pouvons affirmer que le colloque a atteint ses objectifs. Je prends acte des recommandations issues de vos travaux et invite tout un chacun à aller vers une meilleure prise en compte de la protection du travailleur dans les constructions des bâtiments, des routes et ouvrages d'art. La rencontre a pris fin par la remise des attestations aux participants.
Sur invitation de Jehan Chandra Acharya, le haut représentant et sous-secrétaire général des Nations Unies pour les pays en développement sans littoral, le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement vient de prendre part du 2 au 4 juin 2015 à Livingstone en Zambie à la réunion ministérielle de suivi de la deuxième conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral, placée sous la haute présidence de Edgar Chagwa, président de la République de Zambie. Le ministre Mamadou Hashim Koumaré a donc été le principal conférencier de cette table ronde interactive de haut niveau, dont les principaux thèmes étaient focalisés sur les infrastructures, l'intégration régionale et la coopération. Le chef d'état-major général adjoint des armées, le général Didier Tako, était hier jeudi à Misséni. Il s'y est rendu pour remonter le moral des troupes et vérifier le dispositif sécuritaire après l'attaque du camp militaire par les djihadistes. Reportage de Idrissa Goulou Sissoko. Suite à l'attaque perpétrée par des djihadistes se réclamant d'Ansardine du Sud dans la nuit du mercredi à jeudi, le chef d'état-major général adjoint des armées s'est rendu à Misséni pour remonter le moral des troupes et s'enquérir du dispositif sécuritaire mis en place afin de parer à d'éventuelles attaques. Nous avons trouvé qu'effectivement une attaque lâche menée par des gens qui se réclament de quelques religions, qui n'est pas certainement le mobile qui constitue le but même de leurs actions. Mais nous avons observé quand même qu'ils ont fait quelques dégâts, même s'ils ne sont pas très importants, parce que nos troupes qui étaient sur place ici à Misséni, c'est vrai qu'on a perdu quand même un gendarme dans cette attaque, mais l'essentiel de notre personnel reste quand même intact. C'est vrai qu'il y a quelques matériels qui ont été endommagés, et c'est des individus dans leur mode d'action qui se cachent non seulement aux forces de défense et de sécurité, mais aussi aux populations. Donc c'est vous dire que c'est des individus qui n'appartiennent à aucun bord dans ce milieu, c'est des individus isolés et qui font des actes de ce genre. Et ce que nous avons constaté, nous avons quand même trouvé nos troupes sur place qui gardent un bon moral et qui sont prêts à continuer leur mission sur le terrain. Et nous les encourageons très sincèrement par rapport à ça. Et nous encourageons au passage le commandant de la zone de défense numéro 2 qui a très promptement réagi pour envoyer un détachement en renforcement de ceux qui étaient là. Les assaillants ont attaqué simultanément le camp militaire, le poste de police et de gendarmerie. Bilan, un gendarme tué, 2 blessés, 2 véhicules brûlés et plusieurs motos emportées. En vue de circonscrire de pareilles situations, la collaboration des populations est fondamentale. Une participation plus accrue par rapport à la fourniture de renseignements, par rapport aux individus, aux comportements suspects qu'ils peuvent observer. Il faut dire que dans leur fuite, les djihadistes ont abandonné une mine artisanale qui a été neutralisée. L'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice, la convergence pour le développement du Mali, CODEM, l'Union pour la République et la démocratie URD, l'Association pour le développement de l'arrondissement de Misséni, dans des communiqués déposés à notre rédaction, condamnent l'attaque terroriste perpétrée contre les populations de Misséni dans le cercle de Kadiolo. Ils invitent le gouvernement à rechercher les assaillants et à les traduire en justice. En 4e région, plus de 830 000 tonnes de riz paddy, c'est l'objectif fixé pour la campagne agricole 2015-2016 de l'Office du Niger. Ce chiffre a été annoncé lors du lancement de la dite campagne à Ndédougou, ce vendredi. Zone intégrée, l'Office du Niger entend mettre à la disposition des associations des jeunes 200 cages flottantes pour le développement de la pisciculture. Compte rendu de Dougou Fana Traoré. C'est avec ces coups de lame de tracteur que le secrétaire général du ministère du Développement rural a donné le coup d'envoi de la campagne agricole 2015-2016 de la zone Office du Niger. C'est une campagne ambitieuse qui prend en compte tous les aspects de développement intégré de la zone Office du Niger. La riziculture, la pisciculture, le maraîchage, l'emploi des jeunes, la récompense du mérite. Il est attendu une production totale de 828 886 tonnes de paddy, 357 000 tonnes de produits maraîchers, 30 000 tonnes de maïs, 47 000 tonnes de pommes de terre, 5 000 tonnes de poissons frais issus des cages, des étangs. L'atteinte de la sécurité alimentaire passe aussi par une bonne production de poissons. Et l'Office du Niger entend enlever la palme d'or avec plus de 200 cages flottantes et créer 1000 emplois jeunes. Nous avons fait un plan de campagne consolidé qui prend en compte les productions végétales, les productions animales et les productions aquacoles. Donc c'est un des volets du plan de campagne que nous venons de lancer ici
à savoir l'empoisonnement, la cage flottante. D'une pierre deux coups, le secrétaire général du département du développement rural a profité de l'occasion pour visiter le chantier de Touraba. Situé loin de Djabali avec plus de 2000 hectares, le chantier de Touraba est financé par l'UEMOA et est exécuté à 52% pour un délai consommé de 82%. Qu'à cela ne tienne, l'Office du Niger entend mettre à la disposition des producteurs cette année plus de 500 hectares. Le travail est suffisamment avancé, mais il y a quand même certaines difficultés liées à un problème de siphonnage qui est en train de se faire. Les populations sont en train de prendre l'eau du canal pour irriguer des hors-casiers. Donc on a échangé avec les responsables des autorités administratives et politiques de la région. Et nous allons, en tout cas dans un bref délai, essayer de trouver une solution à ce problème. Cette journée de lancement des campagnes agricoles Office du Niger a pris fin par la remise des prix aux meilleurs producteurs et aux meilleurs encadreurs ruraux de la zone Office du Niger. Carburant, moto, motoculteurs, intrants agricoles sont entre autres cadeaux distribués. État de dégradation du fleuve Niger, quelle initiative pour que le fleuve continue à jouer ses principales fonctions? C'est le thème de la conférence débat initiée hier jeudi par l'agence du bassin du fleuve Niger. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la 15e de l'environnement et vise à sensibiliser l'opinion publique sur la problématique environnementale du bassin du Niger dans sa partie malienne. Reportage de Nour Sissoko. Le fleuve Niger parcourt 1750 km au Mali, soit 26% de sa longueur totale. Ce fleuve recèle d'énormes potentialités dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, la pêche, le transport et l'énergie. Aujourd'hui, ce potentiel est affecté par les effets des changements climatiques et le comportement humain. L'assèchement des lacs, la dégradation des berges, de la végétation, la raréfaction de certaines espèces et les pollutions diverses constituent également des préoccupations. Pour apporter des réponses à ces contraintes, l'État a créé l'agence du bassin du fleuve Niger, ABFN. Nous avons des travaux d'aménagement des berges, ça peut être des travaux, des aménagements mécaniques, ça peut être aussi des aménagements biologiques comme ça a été le cas dans certaines localités, notamment dans les régions de Mopti et de Ségou. On a fait des aménagements de berges, des aménagements mécaniques. Le programme national de sauvegarde du fleuve Niger se veut ambitieux. On a phasé le programme en deux étapes, une première étape 2014-2018 et une deuxième phase 2019-2025. Et comme on a dit, il est dynamique, ça veut dire qu'il y a des projets qui pourront glisser de la phase 1 à la phase 2. Voilà. Et le coût, c'est à peu près 1500 milliards. Ce programme vise aussi à améliorer la navigabilité du fleuve, à récupérer et aménager les berges au niveau des grandes agglomérations, à dépolluer les lits des affluents et du cours principal du fleuve Niger. La journée mondiale de l'albinisme sera célébrée demain samedi. Occasion donc saisie par le ministre des Affaires religieuses et du culte ce soir pour appeler à plus de solidarité envers cette couche fragile. Personne ne doit souffrir à cause de la couleur de sa peau, dit-il. Nous l'écoutons. C'est donc l'occasion pour moi d'appeler les parents d'enfants albinos à comprendre les singularités de ces enfants très fragiles, déficients pigmentaires, donc absence d'ADN pigmentaire, qui font que nous soyons même issus de couples noirs, blancs des cheveux aux orteils, et de leur faire comprendre, et à l'ensemble de la communauté et de la population, que dans toutes les communautés, dans toutes les races, chez tous les animaux, tous les êtres vivants, il y a cette existence d'anomalies qui fait qu'il y a des personnes atteintes d'albinisme. Et donc les parents, ils aiment ces enfants, ils les protègent contre le soleil, et au-delà, interpeller les responsables, les autorités de nos États, afin que plus jamais que quelqu'un ne souffre parce qu'il est différent de l'autre par sa peau. Comme on le voit, des atrocités, des mutilations, des infanticides, des sacrifices rituels sur le corps des enfants albinos, etc. Que cela cesse. Heureusement, au Mali, nous sommes loin de cela. Et c'est le lieu de dire merci au président de la République du Mali, El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, d'avoir eu le courage de choisir une personne albinos atteinte d'albinisme comme ministre de la République et comme ministre des Affaires religieuses et du culte. C'est ce message fort, et donc de dire aussi merci au système des Nations Unies, au Comité international des droits de l'homme, qui a
compris que quelque part des gens souffrent pour être différents comme des autres et qu'il faille donc travailler à ce que cela soit compris. Évaluation à mi-parcours des activités du projet d'appui aux communes urbaines du Mali. Conseils communaux et partenaires techniques et financiers passent en revue les acquis et les faiblesses du projet dont les travaux ont commencé en 2012. Malgré le contexte difficile qui prévalait au Mali, les résultats à mi-parcours sont encourageants. Compte rendu de Agali Aguissa. En Afrique, la politique d'urbanisation est au centre des préoccupations depuis quelques décennies. Le Mali a pris le taureau par les cornes à travers le projet d'appui aux collectivités urbaines. L'évaluation à mi-parcours du projet donne espoir. On a noté qu'il y a des progrès importants en ce qui concerne le renforcement des capacités urbaines pour mettre en place des plans de développement et mettre en place tous les outils nécessaires pour la prestation de services, pour la planification. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt, dit un adage. Les défis à relever sont nombreux et variés. Il y a des aspects dans le cadre du projet qu'il faut renforcer, entre autres le taux de décaissement global et aussi l'utilisation des communes, des ressources et des dotations qui leur ont été affectées. L'importante nécessité de travailler sur l'appropriation au niveau local, mais également l'appropriation au niveau national. Le défi de pouvoir garder le cap de la participation citoyenne et surtout de la redevabilité. Parce que la finalité de toutes ces actions liées à la participation citoyenne, c'est d'arriver à instaurer une véritable culture de redevabilité. Pour le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, Ngolo Koulibaly, le projet qui est dans sa 3e année d'activité renforce le processus de la décentralisation et la bonne gouvernance au Mali. Selon M. Koulibaly, l'idée vise à faire des villes secondaires un véritable pôle d'attraction. Ce projet couvre les communes de Kaye, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Koutiala. Il devra coûter plus de 3,150 milliards de francs CFA aux partenaires qui sont la Banque mondiale et la coopération suisse. Tenue de la 14e session du conseil d'administration de l'école de maintien de la paix à Lyon-Blondin-Bay. Au cours de cette session, il sera question de la signature d'un partenariat entre l'ambassade des Pays-Bas et l'école de maintien de la paix. Les administrateurs devront aussi faire le bilan des activités et présenter les perspectives. Rachel Tessougé. La signature d'un partenariat entre l'école de maintien de la paix à Lyon-Blondin-Bay et l'ambassade des Pays-Bas marque le début de cette 14e session du conseil d'administration de l'école. Les Pays-Bas s'engagent à apporter un soutien financier qui se chiffre à près de 400 millions de francs CFA à l'école de maintien de la paix durant 3 ans. Nous avons choisi de vraiment financer un nombre de cours de formation qui sont planifiés pour le EMP, mais c'est vraiment adressé à un nombre de cours qui peut renforcer la capacité opérationnelle dans la structure de commandement, mais aussi un nombre de thèmes comme la protection des femmes contre la violence, par exemple. Selon le ministre de la Défense et des anciens combattants, l'école de maintien de la paix joue pleinement sa partition dans le processus de sortie de crise du Mali. C'est dans cette optique qu'elle a procédé au renforcement des capacités des cadres maliens en vue de la mise en place prochaine des commissions nationales pour le désarmement, la démobilisation, la réinsertion et la réforme du secteur de la sécurité. Les cadres de tous les départements ministériels concernés par les activités de DDR et RSS ont été formés. Vous conviendrez avec moi que le gouvernement du Mali est bien engagé dans une dynamique d'accroissement de son soutien à l'école de maintien de la paix à Lyon-Blondin-Bay. L'inscription d'une nouvelle ligne de crédit budgétaire a déjà permis d'assurer l'intervention de l'école au profit des écoles maliennes. Le Mali a entrepris des travaux d'infrastructure pour l'achèvement du bâtiment initialement prévu pour abriter le centre de santé. À la fin de ces travaux, les capacités de l'école seront renforcées avec des bureaux et des salles de cours supplémentaires. Les administrateurs estiment cependant que d'autres infrastructures sont nécessaires, notamment le renforcement de la capacité d'accueil de l'école pour passer de 2 à 3 stages simultanés. Cela exigerait une extension de la capacité d'hébergement avec une 30aine de chambres.
Hassan Dioum du Sénégal enlève le prix d'excellence de la cérémonie solennelle de distribution de prix aux élèves les plus méritants du Prytanée militaire de Kati. Cette cérémonie met fin à 9 mois d'études des élèves du cycle fondamental et secondaire de l'établissement. La cérémonie était présidée par le chef d'état-major général des armées du Mali et s'est déroulée dans l'enceinte de l'école 6 à Kati. Fademba Keita. Le prix d'honneur, c'est-à-dire constance dans le travail, bonne conduite durant le séjour au Prytanée militaire, a été décerné par l'administration scolaire à Abdou Bassidi du Burkina Faso. Il s'étaille une moto Jakarta, une tablette et la somme de 200 000 francs CFA. Hassan Dioum du Sénégal, détenteur du prix d'excellence de la 11e édition, obtient un ordinateur portable et un diplôme d'honneur. L'une des missions essentielles du Prytanée militaire de Kati est de dispenser aux élèves de nationalité malienne et étrangère une instruction, une formation physique et morale, les prédisposant à une carrière militaire. Malgré les résultats probants enregistrés, le 11e commandant de cette 11e édition de distribution de prix n'a pas manqué de souligner les difficultés que traverse cet établissement militaire qui a pour devise « s'instruire pour servir ». Cette année, l'enseignement a été fortement entaché par 2 mouvements de grève de 72 heures et un mode de non-évaluation sur une période de 4 mois. Donc durant ces 4 mois, pas d'interrogation, pas de devoir, pas de composition. Cela a poussé le commandement à faire recours à des expertises extérieures pour tenir la composition afin d'éviter aux élèves de choix dans l'oisiveté. Il est plus opportun que les plus hautes autorités mettent en exergue leurs objectifs par rapport au Prytanée militaire de Kati dans lequel elles investissent des ressources importantes. D'autres prix étaient aussi en compétition. Il s'agit du prix du règlement militaire, de la transmission des télécommunications des armées, de la justice militaire, du musée des armées, du sport militaire, du maire musicien de la fanfare de l'école, entre autres. Aucun pays n'est sorti bredouille. Cette journée nous donne l'occasion de récompenser les meilleurs des élèves et dans le même temps de faire en sorte que le Prytanée militaire reste à la tête de l'excellence des établissements scolaires au Mali et que ce soit un creuset de l'intégration africaine. Le Prytanée militaire de Kati a eu à former 34 promotions. Le chef d'état-major général des armées du Mali et l'amicale des anciens enfants de troupes tiennent au respect des 9 valeurs cardinales que sont le travail, la discipline, la sportivité, l'objectivité, la camaraderie, le courage, le patriotisme en Afrique, la tolérance et la propriété. Et tout cela sous la pluie. La caravane Azalaï Kidal a bouclé mardi dernier l'étape de la 2e région de fonctionnement de la justice locale, la justice transitionnelle et les conditions de déploiement des agents de l'État au nord sont quelques questions qui ont animé les débats. Envoyés spéciaux Mamoudou Sidibé et Mbarakou Maïga. La conférence des caravaniers à Kangaba et Kouloukouro a permis aux populations de cerner les contours de l'accord. L'accord pour la paix et la réconciliation est l'élément de réponse aux problèmes de développement, de sécurité, voire de paix au Mali. Les localités visitées par les caravaniers ont déjà engagé des actions pour une meilleure appropriation de cet outil précieux. Et je pense qu'aujourd'hui, quand vous revenez, comme je l'ai dit, c'est un peu une sorte de feedback par rapport à ce qui a été dit. Et vous avez vu que les gens, ils se reconnaissent dans cet accord-là, parce que ça vient d'eux, contrairement aux autres accords. Je pense que cette fois-ci, ça a été vulgarisé, ça a pris une racine, même au niveau des populations, pour qu'on parvienne à un résultat pareil. Cette caravane est une chance à saisir, surtout qu'elle donne l'occasion pour jeter un éclairage sur toutes les zones d'ombre de l'accord. Mieux, elle explique les missions, la composition et les objectifs de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Régionalisation, fédéralisme, on sait aujourd'hui qu'ils ont mis carrément eu carrément la différence, et le satisfait également du fait que désormais, à travers l'accord, les autorités traditionnelles qui sont le vecteur de notre culture, ceux-là qui sont les garants même de notre culture sont impliqués dans la gestion de l'accord. En fin d'émission en 2e région, le parrain de la caravane Azalé Kaï Kidal a invité les autorités administratives, politiques et traditionnelles à être les missionnaires du gouvernement au niveau de leurs localités respectives.
La troisième journée scientifique de l'ordre du Conseil régional des sages-femmes de Bamako s'est tenue à la Bibliothèque nationale. Le principal thème débattu est l'hémorragie de la délivrance. D'autres sujets comme la transfusion sanguine en gynéco-obstétrique, l'importance des protéines en nutrition et les 4 petits miracles des 1000 premiers jours de vie ont été exposés durant la journée par des spécialistes. Compte rendu de Bouakar Sissoko. Cette troisième édition de la journée scientifique du Conseil régional des sages-femmes de Bamako a inscrit à son programme des thématiques médicales d'actualité. Il s'agit de l'hémorragie, de la délivrance, de la transfusion sanguine en gynéco-obstétrique et de l'importance des protéines en nutrition pédiatrique. Et notre sujet non moins important a été abordé, les 4 petits miracles des 1000 premiers jours de vie. Des exposés qui ont été bénéfiques pour les sages-femmes. De nombreuses femmes perdent la vie des suites de complications liées à la grossesse et l'accouchement. Nous demeurons convaincus que nous, les sages-femmes, avons un grand rôle à jouer dans ce processus pendant la grossesse et l'allaitement. Les conseils nutritionnels sont indispensables pour la survie de la mère et de l'enfant. Au cours des consultations prénatales, nous sommes tenus d'encourager les femmes enceintes à diversifier les alimentations et à les préparer à l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Les experts des sujets traités ont expliqué que la première cause de mortalité maternelle reste l'hémorragie de la délivrance. La prévention ou la transfusion sanguine est le remède, ont-ils expliqué aux sages-femmes. L'hémorragie de la délivrance fait partie de l'ensemble des hémorragies qui est la première cause de mortalité des femmes. Immédiatement après l'accouchement, il y a des gestes que les sages-femmes doivent vraiment faire pour vraiment éviter que l'hémorragie de la délivrance ne puisse vraiment être un problème de décès maternel. Cette journée scientifique s'inscrit dans le cadre des activités de renforcement des capacités des sages-femmes qui demeurent des actrices clés dans la réduction du taux de mortalité maternelle, qui est estimé à 368 pour 100 000 naissances, liées à des complications lors des accouchements. Ce communiqué à présent avant d'aller au sport sur la base des prix fournisseurs du mois de juin 2015. Les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers en vigueur restent inchangés, excepté le prix non subventionné du gaz butane. À titre de rappel, ils sont de 759 francs CFA pour le supercarburant sans plomb, 559 francs pour le pétrole lampant, 660 francs pour le gazoil, 660 francs CFA également pour le distillat diesel oil DDO, 463 francs CFA pour le fuel oil et le jet A1 est libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme du gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme de gaz butane, il est de 843 francs CFA. Sport à présent football, les Aigles du Mali entament demain samedi au stade du 26 mars la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Pour ce premier rendez-vous, le Mali reçoit le Soudan du Sud, le petit poussé du groupe. Malgré l'écart de niveau entre les deux pays sur le plan du football, les Aigles se sont bien préparés pour ne pas être surpris car l'adversaire est à la recherche de sa première victoire continentale dans les éliminatoires. Ousmane Dao. Après quelques mois d'absence et une CAN 2015 au goût amer, les Aigles du Mali retrouvent le stade du 26 mars à la faveur des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Pour cette première sortie, les protégés d'Alain Giresse doivent sortir le grand jeu face au dernier pays affilié à la CAF, à savoir le Soudan du Sud. Malgré l'écart sur le plan du football entre les deux nations, la prudence est démise dans le nid des Aigles. On le fait dans la sérénité, dans le calme, dans les conditions idéales pour pouvoir arriver à optimiser tout cela. On part toujours pour mettre en place un jeu qui permette justement d'arriver à trouver des solutions, à avoir une rigueur défensive, à avoir des opportunités offensives. C'est ça, de mal jouer. Il est évident qu'après, si le résultat, on a gagné, on était plus heureux. Après, on verra si, à travers le résultat positif, si ce match, après, en termes de prestations, a été à la hauteur. Cette rencontre est donc un saut dans l'inconnu pour les deux pays qui ne se sont jamais affrontés dans une compétition, raison pour laquelle la préparation s'est effectuée avec le plus grand sérieux et la plus grande concentration.
l'entente sur le terrain aussi se passe bien, c'est le plus important. Et voilà, je vais tout donner pour les Aigles du Mali. J'ai très bien été accueilli, ils m'ont mis à l'aise. Et puis voilà, il y a des affinités qui se sont déjà créées en une semaine. Puis tout se passe bien. Je me sens dans la peau d'un joueur qui va durer et qui va faire de très belles choses pour les Aigles du Mali. On ne le connaît pas. Pour moi, c'est pas du tout un problème. Moi, je vous dis que dès que je suis sur le terrain, que je joue face à n'importe quelle équipe, que je les connais, que je ne les connaisse pas, c'est pas du tout un problème pour moi. Je me donne à 100%, j'essaie de mouiller le maillot et faire tout pour que l'équipe gagne le match. Sur le papier, les Aigles débutent contre le Petit Poussé. Ils sont favoris à coup sûr, mais méfiance tout de même, car le Soudan du Sud est à la recherche d'une première victoire dans les éliminatoires. Voilà, le gouverneur du district de Bamako a l'honneur de porter à la connaissance des présidents des bureaux de vote et des coordinateurs des centres de vote qu'ils sont tous conviés à une formation spéciale demain samedi 13 juin 2015 à l'école fondamentale de Sabali-Bougou à 9h et à 16, de 9h à 16h. Voilà. Compte tenu de l'importance de la dite formation, tout absent sera immédiatement remplacé. Le gouverneur sait pouvoir compter sur la bonne compréhension des uns et des autres. Et puis, à suivre après ce journal, l'intégralité de la cérémonie de lancement des activités du centenaire de Modibo Keïta. Également, après ce journal, vous pourrez suivre le message de campagne du RPM. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur votre télévision nationale. Bonsoir.